toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Toujours ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera beaucoup moins sympathique à faire que celui de la semaine passée. Programme du jour, la double confrontation contre l'ADA Blois, où il y a eu deux défaites pour le Paris Basketball. La première en prolongation à la Halle Carpentier, dans un match très serré où qu'on va avoir la joie de débriefer. La seconde, un peu plus maîtrisée de la part de l'ADA, qui s'est plutôt facilement imposée. Bref, un programme pas très sympathique, mais chargé pour le coup pour cet épisode. Aujourd'hui, on retrouve deux habitués du podcast cette saison, Samuel et Lilian, qui sont avec moi. Salut les gars. Salut. Salut Flavien. Comment vous êtes là après les deux défaites de cette semaine? Je suppose qu'on n'est pas très... Ouais, déçu, surtout quand on va revenir dessus, mais le contenu est frustrant. Le mot, de toute façon, le mot souvent avec Paris, c'est frustrant. Ouais, et là, je trouve qu'il est très bien pour ce podcast. Bon, avant de débuter, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, c'est @ParisB-8OnAir, Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Il y a le site, comme d'habitude, où vous avez les résumés, les confs de presse, tout ça, parisbasketball-onair.fr. Et nous, on débute sans plus tarder. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 18, c'est parti. Yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on commence avec le premier match, le Paris-Blois, le acte 1, qui était à la Halle Carpentier vendredi dernier. Une défaite pour Paris de peu en prolongation, 64-70. Alors 64-70 en prolongation, ça veut dire que les équipes ont beaucoup défendu et ça a très peu marqué de points. C'était un gros match de basket. Mais Paris qui a fini par s'incliner en ayant la balle de match avant la prolongation. Bon, on démarre tout de suite. Sam, je commence par toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? C'est quoi un peu le pouls de ce match? Quand tu joues une équipe contre Blois, tu n'as pas le droit de rater un carton. C'est simple. Et Paris a raté un carton, voire même un petit peu plus. Et même si Paris est revenu au score derrière, c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Tu sais qui tu vas affronter. Tu es censé avoir retenu certains enseignements de ta saison, même de tes 2 dernières années, on va dire. Et malgré ça, il y a quand même un gros passage à vide qui dure trop longtemps pour pouvoir espérer mieux. Et la prolongation est même un miracle. Et on aurait pu miraculeusement gagner ce match parce qu'on rappelle que Paris a eu la dernière possession. Lilian, toi, sur le match, le ressenti que tu as eu sur cette rencontre? Ouais, ça m'a tout dit. En fait, quand tu joues une équipe aussi disciplinée, aussi rigoureuse, qui n'est pas forcément aussi talentueuse que Paris, mais qui, voilà, ça a une vraie discipline, et ça se paye cash. Et on a vu que face à ce genre d'équipe qui est dans le haut du panier de la Pro B depuis maintenant plusieurs années quand même, jouer une mi-temps, ça suffit pas. C'est trop court face à ce type d'équipe et on l'a vu à la Carpentier, on l'a vu au jeu de paume. Quand tu joues qu'une mi-temps, et ça suffit pas face à ces équipes qui prétendent tout simplement à la montée en Pro B. Ouais, quand on voit notamment lors du premier match, Paris, je crois qu'il est derrière, il y a 22-13, 22-12 même pour Blois à la fin du premier quart-temps. Je crois que l'écart monte quasiment à 15 points dans le deuxième. Et je sais pas vous, mais moi j'ai eu très peur. Alors j'ai eu la même peur dans le match 2 au jeu de paume. Mais j'ai eu très peur que Blois enfonce Paris dès le départ, tellement ils étaient rentrés dans leur match. Le plan de jeu était, je trouvais, parfait. Et les systèmes et l'exécution, en tout cas, des systèmes, que ce soit en défense ou en attaque surtout, je trouvais Blois vraiment supérieur à Paris. Et ça, en fait, je les ai trouvés supérieurs pendant 85 minutes en fait, sur les deux matchs. Moi, perso j'aurais vraiment cru au miracle si Paris avait, par exemple, pris le match 1 ou le match 2. Et c'est pas le cas. Et je sais pas si vous trouvez ça logique au final, mais je trouve Ah non, que Paris au final, a un peu ce qu'il mérite. bien sûr, le premier carton du match aller, c'est une claque, hein. C'est une démonstration. C'est une démonstration. Je crois que Paris met 12 points, mais ne met que 3 shoots, dont un miraculeux de Ryan Boatwright. C'est-à-dire en 10 minutes, tu as réussi à mettre 2 fois ton système en place. En gros, parce que le 3 points de Boatwright, il résulte d'un exploit individuel et personnel.
Donc voilà, non, il y a eu une démonstration. Après, je pense qu'on a joué contre plus fort. Paris a joué contre plus fort. Il y a eu tactiquement, tu l'as dit, des ajustements de côté de Blois qui ont vraiment fait la différence. Tu regardes la ligne de stade de Thomas Corneli au match aller, tu te dis, bon, d'accord. Mais il a usé Boatwright jusqu'à lui faire perdre le ballon sur la dernière possession. Donc, on est tombé sur une équipe vraiment, vraiment bien en place. Ouais. Lilian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter collectivement sur ce match? On a quand même vu Paris qui a commencé à défendre dans le milieu du deuxième et à partir du troisième quart-temps. On reconnaissait déjà un peu plus cette équipe de Paris qu'on a l'habitude de voir tout au long de la saison. Oui, de toute manière, quand Paris est dans l'intensité défensive qu'ils arrivent pour l'instant à ne mettre en place que par séquence, ben, tout de suite, ils arrivent à rivaliser avec les meilleurs. Mais je trouve que sur ce premier match, alors c'est vrai pour les deux, mais surtout sur le match à Paris, je trouvais qu'en fait, Blois a réussi à mettre en exergue les grands axes encore où Paris doit progresser des deux côtés du terrain. Pour moi, c'est l'attaque sur jeu placé. On a vu que surtout en première période, le nombre de fois où Blois a réussi à pousser Paris jusqu'au bout de la possession. Et la deuxième chose, c'est de l'autre côté du terrain en défense. Notre défense sur le jeu sans ballon, on sait qu'on a des très fortes individualités pour défendre sur le ballon. On pense notamment à Juan, je pense aussi à Marassi au poste, à Ismaël, bien sûr. Mais sur le jeu sans ballon, et on l'a vu avec des joueurs comme Thomas Corneli, comme Benjamin Monclar, qui sont très forts pour se balader entre les écrans, pour utiliser les pick and roll. Et ben là, souvent, on avait du mal à sortir des écrans. Des fois, il y avait des petites, comment dire, on n'était pas forcément concentré. Je pense notamment à Juan, c'est là encore un axe où il doit progresser. Il défendait notamment sur Benjamin Monclar, qui est un shooter qui s'appuie énormément sur son ballon. Souvent, au départ de l'action, il avait un petit temps de retard et ça se payait cash à la fin. Je trouve que Blois a vraiment mis en avant les deux axes de progression que Paris doit corriger s'ils veulent prétendre tout simplement aux premières places. Ouais, ces problèmes défensifs, on l'a vu dans le premier carton. Mais il y a une action qui nous a un peu tous choqués. C'est au tout début de match où c'est Thomas Corneli qui, grâce à un écran d'Alexis Tang, qui fait 2 fois le tour de la raquette, qui passe autour d'Ismaël et de Boatwright et qui va marquer tranquillement. Et là, on s'est rendu compte vraiment que Paris n'était pas dedans psychologiquement. C'est qu'ils n'étaient pas rentrés dans leur match. Et c'est un truc qu'on retrouve également sur le match retour. C'est qu'ils ont commencé, ils ont tellement mal commencé leur rencontre que derrière, c'était trop compliqué de revenir et voilà, d'avoir vraiment une assise sur le match. Et encore au match aller, Paris revient et mène au score à un moment dans le troisième ou dans le quatrième quart-temps, je ne sais plus, mais c'était dans le quatrième. Paris mène au score, Paris a la possibilité de gagner. Alors que pendant un quart-temps, c'est pas du tout, c'est pas une équipe de basket qu'on voit, c'est 5 mecs qui ont beau changer de nom parce que le coach a fait des changements dans le premier quart-temps, mais ça n'a rien changé. C'était très compliqué pour eux et j'ai trouvé vraiment que, certes, collectivement, c'était déjà pas incroyable, mais individuellement, je trouvais que c'était qu'il y a eu trop de faiblesses en fait. Qu'il y a eu très peu de joueurs qui se sont mis en valeur dans un match où justement tu as besoin, quand tu es Paris, d'individualités qui se mettent au diapason, qui se mettent en lumière pour gagner des tels matchs. Je sais pas, Sam, si toi, t'es d'accord. Le problème, je pense qu'on peut en parler maintenant, même si il est aussi commun au deuxième match. Le problème, c'est que cette équipe-là, elle est en confiance, et le coach ne cesse de le répéter depuis l'année dernière. Quand elle défend bien, elle peut s'exprimer offensivement. Sauf que là, il y a un élément, et je pense qu'il va falloir le dire en français, malgré tout le talent qu'il a. Je pense que Ryan Boatwright n'est pas adapté à la Pro B. C'est-à-dire que c'est un joueur très talentueux, mais tu ne peux pas en Pro B dans une équipe comme le Paris Basketball défendre à 70%. Et c'est peut-être moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et c'est-à-dire que moi, je trouve ça même miraculeux de les avoir poussés sur les 2 matchs à devoir jouer du très bon basketball pour l'emporter, avec Ryan Boatwright sur le parquet, dans les moments clés, vu ce qu'il amenait défensivement. Je suis très sérieux, parce que ça dérègle tout. Parce qu'on dit, oui, en fait, avant, ça défendait, quand il y avait une presse, ça défendait à 5.
Là, tu as un élément, dès qu'il y a un écran, dès qu'il y a une petite course à faire, il ne la fait pas. Et derrière, tout est déréglé défensivement. Et il est ciblé par Et les il a beau adversaires. apporter. Exact. Et c'est ciblé en plus de ça. Et au match aller et au match retour, ils ont compris. Il a été archi ciblé. Et il a beau mettre 7 passes décisives par match et faire un presque triple-double. Il y a 7 balles perdues et des errements défensifs. Et ça ne se voit pas dans les stats. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, il faut que le coach il arrive à parler à ce joueur, même s'il a l'air de bien s'entendre. Tu vois, le coach, quand il dit on n'était pas nous-mêmes, je pense que lui-même, il sait, mais qu'il n'a pas envie de publiquement tirer sur Boatwright parce que ça ne serait pas bénéfique. Mais ce n'est pas la faute. Enfin, c'est pas tout le temps la faute de l'équipe. Tu vois, au match retour, je pense que Paris a réussi à revenir parce que Amarassi, il était dedans. Parce que Dustin, il a été monstrueux. Et que ces deux-là, ils ne peuvent pas sauver l'équipe tout le temps. Et ils n'étaient pas à fond dedans au match aller. C'est quand même Dustin qui a sonné l'alerte dans le deuxième quart-temps. Amara, il a passé un très mauvais match. Ça peut arriver. Hein. Il sortait d'un mois absolument incroyable. Il a passé un mauvais match. Et il n'y avait plus personne pour reprendre le dessus. Moi, je suis plutôt d'accord sur ce que tu dis sur Ryan. Et autant, c'est vrai qu'en défense, il est ciblé au match retour. On l'a vu. Blois, combien de fois ils ont eu des switches où ils cherchaient l'avantage de taille, notamment avec Mbaye Ndiaye ou Alexis Tang à l'intérieur, où bah, il se faisait évidemment marcher dessus. Mais moi, je trouve que c'est offensivement où il apporte pas, là, du moins sur les 2 matchs, où il apporte pas ce qu'il aurait dû apporter. Parce que euh, c'est un garçon depuis qu'il est à Paris, il shoot plus de 6 tirs à 3 points par match, mais il n'est pas adroit. Et même tout simplement, en fait, il est qu'à 40% au tir depuis qu'il est là. Il prend quasiment 10 tirs par match. 10 tirs, c'est beaucoup c'est beaucoup quand tu es, en Pro B. Et surtout, lui, c'est censé être le leader offensif de l'équipe. Et c'est pas ce que je trouve. Statistiquement, c'est vrai, tu le disais, Sam, on le retrouve statistiquement plutôt à l'aise. Il fait entre 5 et 7 passes par match. Voilà, il apporte en tout cas statistiquement ce qu'on imaginait de lui. Par contre, sur le terrain, derrière les statistiques, je suis plutôt d'accord qu'on ne retrouve pas le leader qu'on nous a un peu vendu. Et surtout, contre Blois, à un moment, il demande une faute, il ne l'a pas, il va crier auprès de l'arbitre tout en revenant, en trottinant. Derrière, il prend sa technique. Voilà, il sort de son match et je trouve que pas que Paris perd à cause de lui uniquement, mais qui dans ces moments-là, lui, ça doit être limite l'initiateur principal et celui qui va te débloquer la situation pour que Paris revienne dans son match. C'est pas, pour l'instant, on ne voit pas un leader sur le terrain Alors, comme ce que Paris a forcément besoin. juste avant que je laisse la parole à Lilian, moi c'est vraiment défensivement qui me pose problème. Offensivement, il a 2-3 passages où il ne fait pas les bons choix, mais je trouve quand même que son apport offensif est très positif, même en termes de tempo, etc. Depuis qu'il est arrivé. Je suis d'accord que c'est positif, mais je m'attendais à beaucoup mieux, je trouve. Enfin, mais évidemment, le problème, c'est défensivement. Lilian, je ne sais pas si tu as un mot sur Ryan. Ouais, bon, pour pas rajouter par rapport à ce que vous avez dit, je suis d'accord avec tous les arguments que vous avancez. Et en plus de ça, tu parlais justement d'être à 70% en défense, Sam, c'est vrai. Et alors, en plus, quand tu n'es pas à fond en défense et que tu as déjà des déficits en termes de taille ou d'impact physique, bah, c'est encore plus pénalisant pour ton équipe. Mais surtout, moi, j'ai trouvé que c'était l'attitude Ouais. qui a pas été sur ce match-là. Et c'était criant. On en a parlé avec Flavien quand on était à Blois. Quand il sort au milieu du premier quart-temps, parce que Jean-Christophe Prat, ça faisait 2 actions défensives où Ryan était à la rue complet. Et il sort et ils se prennent la tête. Et vraiment, j'ai trouvé son attitude très, très négative et que ça l'a impacté un peu pour tout le reste du match, qu'il était un peu le mot un peu familier, mais il était ronchon, on l'a pas senti. Alors, je ne demande pas à un leader qui encourage ses coéquipiers comme peut l'être Sleva, mais en tout cas, de ne pas être non plus un poids mort négatif. On le sentait également, comme vous l'avez dit, râler auprès des arbitres, même de temps en temps râler sur des systèmes. Et pour ajouter autre chose sur son impact offensif, je trouve que souvent aussi, quand il a la gestion de la balle et qu'il organise, il a cette tendance, quand il veut faire une passe, à sauter. Et du coup, quand tu joues une équipe comme face à Blois, qui a des très bonnes rotations défensives et que ça lit très bien le jeu, et ces passes-là, elles sont interceptées. Et c'est des choses souvent qu'on dit aux jeunes, il ne faut jamais faire de passes en sautant parce qu'en gros, tu donnes à l'adversaire l'indication de ce que tu vas faire en quelque sorte.
Et je trouve qu'il le fait très souvent et que c'est très risqué. Ça donne souvent potentiellement des ballons de contre-attaque à l'adversaire. Donc, ouais, globalement, la Ryan, sur cette double confrontation face à Blois, qui était. On l'attendait sur ce genre de match parce qu'un joueur qui a joué des Coupes d'Europe, qui a joué dans des clubs européens qui comptent quand même, on l'attendait sur ce genre de confrontation face à une grosse équipe de Pro B et forcément, il a déçu. On l'attend évidemment sur des matchs face à Gris, face à Antibes, mais on l'attend encore plus face à ce genre de rencontre comme ça pouvait être le cas face à cette double confrontation face à Blois. Juste pour terminer, je voulais peut-être. Du coup, tu parlais un peu de Ryan qui fait des passes en sautant. Du coup, ça me renvoie forcément vers la balle de match que Paris a eue. Pour résumer l'action, c'est un drive de Ryan Botwright dans la défense. Et je trouve que cette possession est super mal jouée parce qu'il a Juan sur le corner gauche et Gauthier Denis dans le corner droit qui sont ouverts seuls. Et lui, il a 4 joueurs qui lui montent dessus. Et au lieu de prendre un tir, il essaie de la donner à Ismaël qui est à l'intérieur au milieu des 4 mecs. Et ça a failli être une catastrophe totale pour Paris parce que derrière, Mbaye Ndiaye, il faut juste qu'Mbaye Ndiaye il glisse pour pas que Blois marque le panier de la victoire. Paris s'en sort très bien sur cette fin de possession. Derrière, Paris n'a pas mis un panier sur les 5 minutes de la prolongation. Donc, voilà, ce qu'on disait, c'est que Paris était limite en point de rupture tout le match et que la rupture, en fait, elle arrivait au moment où Paris a le match en main sur la dernière possession, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Et Mbaye Ndiaye, pardon, il fait une double confrontation énorme. Ah bah, il est... Il est MVP au tour, mais... Physiquement, c'est dingue. Quel âge il a exactement, lui? 22 ans. Il a 22. 22. Ah, il est quand même âgé. Mais il a un potentiel. Ce mec, physiquement, c'est une brute. Hein. Et puis, c'est surtout au match retour où il rentre des tirs à 3 points. C'est surtout ça, l'impact qu'il a un peu plus au retour, qu'il n'a pas eu au match aller, c'est qu'il a trouvé de l'adresse à longue distance. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe sur le débrief du match retour. Alors déjà qu'on n'a pas été très très élogieux, je pense qu'on va être encore moins, du moins sur le collectif, tout simplement parce que Paris a perdu 82-65 cette rencontre. 75. 75, pardon. 7 points d'écart. Oui. Et honnêtement, quand on était au milieu du deuxième quart-temps et qu'il y avait 19 points d'écart, je sais, nous, Lilian et moi, on était dans la salle, on avait envie de partir. Sam, tu étais devant ta télé, je pense que tu avais juste qu'une seule envie, c'était de couper ce que tu étais en train de voir. Et franchement, on était parti sur une déculottée. Mais ouais. En fait, c'est simple. Ils ont ciblé nos points faibles du match aller. Ils en ont fait des forces pour eux. Et ça a très bien marché. Et il faut juste dire merci à Amarassi et Dustin Sleva d'avoir évité une humiliation. Voilà. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Ah si, ouais, c'est vrai que c'est un très bon résumé. Paris qui se retrouve miraculeusement à 13 points de retard à la pause. Qui revient à moins 5 dans le troisième parce qu'il y a des stops défensifs. Puisque Paris joue tall ball avec Amarassi poste 3, avec Destin Sleva et Ismaël Kamagaté. Je crois même que Nobel Bonkolo jouait poste 2 aussi à ce moment-là. Enfin, vraiment, on avait une équipe qui jouait vraiment grand, qui a gêné Blois, mais qui n'a jamais été en mesure de péter le plafond de verre des 5 points que Blois a réussi à conserver. Et honnêtement, il n'y a pas eu vraiment match. Il y a eu match 10 minutes, hein, concrètement. Et je trouve qu'il fait très mal ce match retour. Il fait très très mal le match retour. Je sais pas, Lilian, ce que tu en penses de cette rencontre. Je sais pas s'il fait beaucoup plus mal que le match aller. Parce que je trouve qu'en fait, on a l'impression que les Parisiens ont commencé ce match au jeu de paume avec, je sais pas, déjà un coup derrière la tête de cette défaite à domicile. Je les sens. Alors, le coach a dit qu'ils n'ont pas respecté le plan de jeu en première période. Oui, certainement, c'est même certain. Mais surtout, j'ai trouvé que dans l'intensité, on ne retrouvait pas ce que… Et comme souvent à l'extérieur cette saison, en fait, on ne retrouve pas cette même intensité que
que les Parisiens peuvent mettre à domicile. Et en fait, ce genre de match l'an dernier, ça se transformait carrément en blowout, c'est certain. Sauf que cette saison, il y a des meilleures individualités. Comme on a réagi comme au match aller grâce à des… Bon, là, au match aller, c'était Nobel Bougokolo notamment qui s'était réveillé, mais là, c'est Dustin Sleva qui a pris les choses en main. Et je trouve qu'en fait, comme je l'ai dit au début, c'est juste que Paris est une équipe qui s'appuie sur ses individualités, peut-être même trop, comparé à Blois qui peut garder un rythme plus ou moins régulier tout au long d'un match parce que ça s'appuie sur tout le collectif avec quelques fulgurances aussi. Il y a des joueurs de très grand talent à Blois. Tyron Johnson, on l'a vu, s'est réveillé au match retour. Thomas Corneli, il a fait sur les 2 matchs, je ne vais pas dire marcher sur Ryan Bothroyd non plus, mais il lui a fait la leçon un peu. Donc, je ne pense pas que, au final, je dirais, pour conclure peut-être là-dessus, je ne sais pas si ces 2 matchs-là sont vraiment frustrants pour moi. Je trouve que ça met juste en avant le fait qu'il y a encore du boulot pour Paris pour arriver au niveau d'équipes comme Blois, mais comme Quimper, comme Fos. Donc voilà, ça montre encore peut-être tout le travail qu'il y a encore à accomplir. Justement, surtout d'un point de vue collectif, en fait, je trouve. Moi, je trouve que c'est frustrant. C'est frustrant dans le sens où tu as montré cette année que tu pouvais battre des gros. T'as montré. On a montré qu'on pouvait battre n'importe qui, que quand l'équipe, elle tourne. Et je te dis, c'est frustrant parce que cette double confrontation, elle était attendue. C'était un test pour savoir si tu allais pouvoir jouer la montée ou pas. Et tu gagnes même pas un des 2 matchs. Et malgré le fait qu'il y a une prolongation, tu es en dessous sur les 2 matchs. Tu es en dessous. Tu es moins fort sur les 2 matchs. Il n'y a pas un moment dans les 2 matchs où tu te dis Paris fait douter Blois. Du coup, pour moi, c'est pas frustrant en fait, parce que je pars du principe qu'ils sont meilleurs du coup. Donc je me dis, on a perdu contre une meilleure équipe en fait. Mais Ouais, l'objectif du club, mais bien sûr, par rapport aux objectifs, c'est sûr que c'est très frustrant. Les mots MOTS du coach avant, c'était ça joue la montée. On joue la montée, on n'a plus que des finales. C'est fini les petites défaites à Denain et à Grise-Oberhofen. Maintenant, on prend tous les matchs, nanani, patati, patata. Tu arrives contre Bois, tu as un gros défi, tu es censé être focus, etc. Tu te fais marcher dessus pendant demi-temps. moi, je trouve que c'est frustrant, en fait. Je rejoins Sam. Parce que si Paris joue, en fait, ne serait-ce que 35 minutes par match, on n'a pas les 2 mêmes rencontres. Mais vraiment pas. Hein. Au moins au match aller. On a dit Oui, ça oui, toute oui. la saison en fait. Oui, mais Donc, justement, moment, c'est ce qu'on répète, c'est ce qu'on répète tout le temps. C'est ce qu'on répète tout le temps. Mais là, encore plus, parce qu'il y a des matchs où Paris n'a pas besoin de jouer plus de 30 minutes pour gagner un match. Ou même 25 minutes. Mais là, contre Blois, où tu. En plus, tu as un passif l'année dernière. C'est-à-dire que y a eu les matchs à Carpentier, les 2 matchs qu'il y avait eu à Carpentier avant celui-là, c'est un buzzer beater de Paris la première saison du club. La deuxième année, c'est un match que Paris aurait dû gagner et ne gagne pas avec une faute d'arbitrage. Tu peux pas arriver tranquillou dès le premier match, dès le premier quart-temps, sans mettre d'intensité dans ce que tu fais, sans. Paris perd 7 ballons, je crois, dans le premier quart. Mais ça, c'est même pas parce que Blois est vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. C'est parce que aussi, toi, tu n'es pas dans ton match. Et je trouve que Blois est une meilleure équipe, effectivement. Mais tu ne dois pas te faire marcher dessus comme ils se sont fait marcher dessus déjà au premier quart-temps au match aller. Et pendant une mi-temps au match retour. Et encore une fois, c'est un miracle qu'on soit qu'à moins 13 à la mi-temps à Blois. Mais c'est aussi parce que collectivement, tu n'es pas dedans. Et ça va avoir des conséquences sur la suite de la saison. Ces 2 défaites, c'était, comme disait Sam, c'est un match test. C'était un match test. Et là, je prenais un peu, si on prend le classement actuel en Pro B, il y a un top 5. On n'a pas encore joué Nancy, qu'on joue dans une dizaine de jours. On a perdu contre Quimper. On a perdu contre Fos. On a perdu contre Blois. Et on a perdu 2 fois contre Saint-Quentin. Ça, c'est les équipes qui visent la montée. Contre toutes ces équipes, on a perdu au moins une fois, à part Nancy qu'on n'a pas joué. Ah oui, et puis si je peux me permettre aussi, ce qui est frustrant, c'est quand tu ne bats pas, tu regardes le mois d'avril d'Aix-Maurienne, ils ont battu Quimper, Saint-Quentin, Blois, et ils font prolongation contre Fos-sur-Mer. Et devinez qui on joue vendredi. Et voilà. Voilà, non, mais du coup, c'est frustrant, mais il y a tout le talent en fait pour accrocher ces équipes-là. Le problème, c'est que contre Fos-sur-Mer, Paris prend -12
et c'était vraiment mérité. À Quimper, on se rappelle déjà en Leaders Cup, on n'était vraiment pas dedans. Au match qu'il y avait eu en janvier là-bas, pareil, on avait, ça s'était pas joué à grand chose, mais on avait perdu. Contre Blois, tu perds 2 fois. Contre Saint-Quentin, tu t'es fait marcher dessus à la maison et là-bas. Ça commence à faire beaucoup. Et ce que disait le coach Pratt, c'est que le championnat se joue, et il a raison, se joue lorsque tu gagnes contre les petites équipes. Mais le problème, c'est que Paris gagne contre les petites équipes globalement, mais gagne pas contre les gros. Et aujourd'hui, maintenant, il y avait un top 6 jusqu'à la semaine dernière, et désormais, maintenant, il y a un top 5 de Pro B, et Paris a été exclu de ce top, je pense. Exactement. Paris fait maintenant partie de la team Évreux de Nain plutôt que le Ah haut. bah, et Évreux, hier, je regardais le classement en direct. Évreux, s'ils avaient gagné, ils passaient devant Paris, par exemple. Voilà. Et là, normalement, en tout cas dans les objectifs de début de saison, et en plus par rapport au nombre de blessés qu'il y a dans chaque équipe, Paris est vraiment épargné pour l'instant par les blessures, parce qu'il n'y a que Kane Franceschi qui va revenir prochainement. Il n'y a que lui qui est blessé. Euh, Paris, à son effectif complet, n'est pas capable de rivaliser avec des équipes qui ont des blessés. Par exemple, Blois, faut aussi mentionner qu'il n'y avait pas Mathis de Suyovo, qui est la révélation limite de la Pro B cette saison, qui jouait Évreux l'année dernière et qui fait vraiment une grosse saison. Il y a des circonstances atténuantes, certes, ça peut être frustrant, mais moi je trouve que cette équipe de Paris a loupé le coche en fait. Elle avait un shot cette saison pour monter, et là on a dépassé les 2 tiers de la saison, et maintenant je me pose vraiment la question de est-ce que c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que Dustin Silva disait hier en conférence de presse, c'est que maintenant ils n'ont plus leur destinée entre leurs mains. Certes, s'ils gagnent tous les matchs, c'est vraiment possible de monter, mais mais là, c'est maintenant en fait qu'il faut gagner. Lilian, je sais pas si tu as un mot à rajouter sur ce. Non, vous avez tout dit, mais non, vous avez tout dit. C'est pour ça que moi, c'est pas frustrant. Tu as dit, on a perdu contre toutes les grosses équipes, en fait. Bah, Donc, au bout d'un moment, ça montre c'est que frustrant tu vu n'as les. pas forcément ce niveau-là, en fait. Bah oui, mais justement, c'est frustrant parce que tu veux monter, tu as l'effectif mais ça tourne pas suffisamment bien Ah oui, mais pour. c'est pas parce qu'on a les ambitions que forcément ça se retranscrit sur le terrain. Moi, je suis On le frustré. dit, le projet n'a que 3 ans au final. Donc, il Ouais, puis faut prendre le temps. Là, tu effectif n'a viens de même pas deux faire. ans. Comment? Cet effectif n'a même pas 2 ans. Et voilà, et Ryan vient d'arriver. L'ambition, c'est de construire avec lui pour l'année prochaine également. Donc, je me dis, au final, bon, oui, ça parlait de monter en GP League. Bien sûr, quand tu es Paris, tu peux pas. Quand tu as un projet tel, tu peux pas dire autre chose que ça, en fait. Le discours est rodé. Mais là, pour l'instant, la réalité du terrain fait que tu peux pas y aspirer. Après, c'est pas mort, hein, dans le sens où il reste quand même un tiers des rencontres. Quand même, soyons pas si défaitistes que ça. Parce que. Non, mais c'est le message que tu envoies en fait aux autres équipes. Effectivement, mais dans la fin de saison, tu vas jouer 2 fois Nancy, une fois Quimper et une fois Fos. Je peux te dire que si tu gagnes déjà ces 4 matchs, tu te relances vraiment dans la course. On ne parle pas forcément de tout de suite monter et d'être dans les top teams, mais tu peux aspirer déjà à retrouver un élan. Maintenant, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on déplore depuis une petite demi-heure maintenant, c'est que contre les gros, Paris ne gagne pas. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a un plafond de verre que Paris n'arrive pas à casser. Et pour terminer, au-delà du terrain, je me mets à la place des joueurs. Je me dis que nous-mêmes, comment dire, dans notre esprit, on dit que pour la montée, c'est compliqué maintenant. Et je me mets à la place des joueurs qui, après cette double défaite face à Blois, je pense que tu prends quand même un coup derrière la tête après pour comment dire, te remobiliser face aux. Alors, je ne dis pas qu'ils vont abandonner le reste de la saison, bien sûr, mais dans cet objectif de la montée, je trouve que forcément, tu en prends un coup derrière la tête. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on disait que c'était un match, une double confrontation même, qui peut être un tournant, surtout que tu étais à égalité de victoire avec Blois et que derrière, tu te retrouves 2 matchs en retard. Pour finir, je vous propose qu'on parle rapidement des 2 matchs qui vont arriver. Ça commence déjà vendredi à 16h30, horaire un peu spécial à Aix-Maurienne. Et puis, une petite semaine de repos pour les Parisiens avant d'attaquer un bon stretch de 4 matchs en 7 jours, je crois, un truc du genre. Et le premier, du coup, ça sera contre Rouen la semaine prochaine. Rouen, Aix-Maurienne, Sam, là, de toute façon,
tous les matchs sont des finales, mais là, il faut absolument prendre les deux rencontres. Voilà, à l'extérieur, là où Paris n'est pas très à l'aise contre une équipe qui est très sérieuse ces derniers temps. J'ai envie de te dire, ça va être encore un test, hein, mais Ex-Marine qui c'est joue une le match de finale, l'année donc, à chaque fois contre Paris. Hein. comment? Ex-Marine qui joue souvent le match de sa saison contre Paris. On l'avait vu Voilà, déjà au match à Carpentier cette saison où Paris avait dû faire la différence dans les toutes dernières minutes parce qu'il y avait eu un sursaut d'orgueil, justement. Et après, il y a le match de Rouen où Paris recevra Rouen, du coup. Et là, c'est une revanche aussi pour Paris après cette plantée au match aller là-bas. Lilian, peut-être sur Rouen, si tu as un mot à ajouter. Bah, on ne le connaissait pas au match aller, mais là, il va falloir serrer de près Aike Igboegbu. Je ne sais plus si je le prononce bien. Mais le meneur nigérian qui nous avait marché dessus pour c'était son premier match avec Rouen, qui venait en tant que pigiste médical et qui a d'ailleurs signé jusqu'à la fin de la saison et qui est très, très en forme. Donc, ce sera encore. J'espère que ce ne sera pas, en tout cas, Botry qui défendra dessus parce que sinon, il pourrait passer une très mauvaise soirée. Ah, bah si c'est Milan, vu comme on l'a vu aussi en difficulté à Blois, il y a un peu des problèmes là sur le poste de meneur en ce moment. On vous le cache pas et on a hâte que ça aille un peu mieux. On va terminer là-dessus. Juste avant d'achever cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On a une petite surprise qui arrive en fin de semaine. Là, dimanche, ça arrive. Et puis, vous avez de toute façon. Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous à YouTube, c'est tout ce qu'on pourra dire comme spoiler. Voilà, et puis le podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, bref, sur les plateformes où vous écoutez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, pour le prochain podcast. Ciao les gars. Salut. Bye bye.